appel à projet en général. Aujourd'hui, on regarde surtout le document de budget que vous allez devoir remplir si vous souhaitez toujours postuler pour donc cet appel à projet. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Hop. Alors, bon, c'est pas tout à fait au début, mais voilà, on va y être dans pas longtemps. Hop, bientôt. Voilà. Donc, en principe, si tout va bien, pour l'instant, vous voyez donc un début de PowerPoint. Alors, je compte beaucoup sur mes collègues pour voilà, vérifier si tout marche bien ou pas, puisque là, je ne vois plus rien. OK, merci Marine. Voilà, donc le programme, hein, on va vous présenter donc l'outil principal qui va être rempli, enfin que vous allez devoir remplir. Pierre reviendra sur quelques points d'attention hein, qui ont trait notamment au cadre européen dans lequel s'inscrit Mindchangers et dans lequel vont s'inscrire également les lauréats de cet appel à projet. Et puis, si on a encore un petit peu de temps, on pourra aussi voilà, échanger autour de ces questions-là. Donc, comme ça ne marche pas, je vais essayer de ne pas vous bloquer là-dessus. Hop, ça c'est fait. Donc, du coup, est-ce que, alors peut-être avant qu'on rentre là-dedans, est-ce que vous avez pu voir déjà, c'est juste deux questions très rapides, juste vous levez la main, est-ce que vous avez pu recevoir le document de budget qu'on a envoyé ce matin? OK, donc voilà, certains ne l'ont pas reçu, d'autres oui, OK, très bien. Merci. Non, Varia, non. Bon, on l'a envoyé assez tardivement, mais du coup, on va le regarder ensemble. L'autre question, c'est est-ce que voilà, parmi vous, il y en a certains qui sont déjà, voilà, ont déjà une expérience significative en matière voilà, de construction de budget, de gestion budgétaire, etc. Ou est-ce que c'est assez neuf pour vous? Pas trop, pour certains. OK, d'accord. Oui, il y en a. Bon, il y a un petit peu tout. OK, ça marche. Bon, du coup, sans plus tarder, je vous montre le fameux document qu'il va falloir hop, remplir. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Oui. Voilà, hop. Donc, si tout va bien, vous devriez voir le document de budget qui s'affiche sur votre écran. Donc, en fait, si on prend le temps de parler de ce document particulier, bah, c'est parce que déjà, il n'a pas tout à fait le format qu'ont d'autres documents de budget que vous avez pu remplir par ailleurs. Là, on va être vraiment dans quelque chose assez classiquement au format européen. Et aussi parce que on a le retour d'expérience aussi de la première année, hein, c'est-à-dire de ceux qui avant vous, ont postulé à l'appel à projet l'année dernière. Et du coup, on a aussi déjà un petit retour sur les difficultés que ça a pu poser. Alors, difficultés en termes d'information, mais aussi au niveau des évaluateurs et du comité de sélection qui, voilà, je le redis peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, mais donc à Resacop, on s'occupe de l'accompagnement, mais par contre, nous ne sommes pas partie prenante du jury qui sélectionne les projets qui seront soutenus. Donc, ce travail est confié à des évaluateurs ou des évaluatrices externes donc, qui sont actuellement en cours de recrutement et donc qui s'occupent de toute l'instruction technique. Et ensuite, une commission donc composée d'un certain nombre de structures de la région voilà, échange avec ces évaluateurs et ces évaluatrices pour, in fine, décider donc de quels seront les projets qui seront soutenus dans ce cadre. Donc, sur ce document, donc, vous allez voir, il y a quatre onglets dans ce document, hein, d'abord. Donc, un premier onglet qui est juste informatif, qui donne un certain nombre d'informations sur comment remplir le document. Le deuxième onglet qui est le document principal du budget de votre projet et notamment plutôt de la partie dépenses. Un troisième onglet qui, lui, est plutôt la partie financement, comment le montage budgétaire va être assuré. Donc, très souvent, ces deux onglets figurent sur un même document. Bon, là, c'est sur deux onglets différents. Et un troisième onglet qui porte plutôt sur la propriété des équipements. Donc, voilà, c'est ça le document donc, qui est en fait un bout de guide et trois documents à remplir. C'est ça qu'il vous faudra remplir donc, dans le cadre de votre future candidature.
Donc, je ne reviens pas trop sur le guide, puisque là, bon, vous aurez le temps d'en prendre connaissance. C'est plutôt des conseils sur comment remplir un petit peu ce guide. Néanmoins, juste redire quelques principes de base concernant les questions budgétaires. Hein. Donc, le budget, évidemment, il va être construit en miroir de votre formulaire narratif, hein, qui vous sera communiqué également et qui explicitera un petit peu plus dans les détails le projet. Et donc, évidemment, l'objectif du budget, c'est de retracer clairement et fidèlement votre projet sur le plan financier. Donc, il doit y avoir une cohérence entre ce que vous indiquez dans le formulaire et ce que vous indiquez dans le budget. Donc, évidemment, la règle de base, hein, c'est équilibre entre les recettes et les dépenses, sinon ça ne marche pas. Pour ce qui concerne Mind Changers, donc, on le reverra, donc, la partie, le cofinancement de la Commission européenne peut s'élever jusqu'à 90% du montant total du budget dans la limite de 30 000 €. Donc, un cofinancement quand même assez important et avec la possibilité d'ajouter des frais administratifs. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour l'économie générale. Donc, je vais revenir un petit peu maintenant sur plutôt les documents à remplir par vous. Alors, je ne vous vois pas, donc surtout si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez le faire soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Là aussi, n'hésitez pas. Et puis, je compte là encore sur mes collègues pour m'interrompre s'il y a besoin. Si, donc, à ce stade, pas de questions. Donc, voilà, c'était un petit peu pour l'économie générale, hein, du document. Maintenant, sur le document en tant que tel, donc, le document principal, quelque part, c'est vraiment le format de budget donc, pour les projets candidats, qui a une forme un petit peu différente. Donc, juste pour repréciser, hein, vous aurez ceux qui ne l'ont pas reçu, vous allez le recevoir, hein, mais voilà le document. Donc, il y a un code couleur, hein, déjà, première chose. Voilà, on a coloré les cellules pour vous aider à vous y retrouver. Donc, d'abord, sur ce document-là, ne sont à remplir que les parties, les cellules qui sont en blanc. Hein. Les autres, vous vous en occupez pas. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, les blanches, c'est là que vous détaillerez un petit peu les différents frais et dépenses que vous imaginez, les coûts associés, etc. Tout ce qui est en bleu n'est pas à remplir, donc notamment là, toute cette partie-là que je surligne actuellement. Donc, elle n'est pas à remplir puisqu'en fait, il y a des formules qui sont déjà intégrées. Et donc là, c'est des chiffres qui apparaîtront tout seuls en fonction de ce que vous aurez indiqué dans les parties blanches. Le dernier code couleur, c'est la partie rouge. La partie rouge ici, donc, qui concerne le budget qui est géré par le chef de file et par les éventuels autres partenaires du projet. Donc là, la partie rouge, ce n'est pas obligatoire. C'est plus pour vous, si ça peut faciliter votre lien avec les éventuels partenaires du projet, si vous voulez faire l'exercice de voir un petit peu qu'est-ce qui relève de qui dans le projet sur le plan budgétaire. C'est plus un outil à votre disposition pour faciliter éventuellement la discussion avec les autres partenaires du projet sur les questions budgétaires. Et en rouge aussi, vous avez également une petite boîte en bas du document qui vous permet de calculer automatiquement le montant maximum des coûts administratifs que vous allez pouvoir demander dans le cadre de cette demande. Donc, ça, c'est le cadre général. Donc, pour entrer rapidement là-dedans, alors déjà, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions sur juste ce que je viens de dire, mais je vais entrer plus en détail sur le document. Alors, moi, je ne vois rien, donc j'imagine qu'il n'y a pas de questions, mais en tout cas sur le chat, il n'y en a pas. Non, rien d'autre. OK. Alors, donc, je poursuis. Donc, sur ce document-là, donc rien de très sorcier, hein. Donc, comme vous le savez, les projets peuvent être portés soit par une structure seule, soit par une structure accompagnée de différents partenaires. Donc là, c'est très simple, hein. Sur le début, il suffit de mettre le nom de votre structure. Donc, admettons que voilà, moi, je suis le centre social Tout va bien, voilà, par exemple. Et je travaille en partenariat avec une association, on va dire, voilà, les jeunes qui en veulent.
Et vous travaillez également avec une collectivité, donc par exemple la mairie de Saint-Antoine-les-Bains. Voilà, hop, et bien, toutes ces informations, vous les marquez là, dans le document. Et comme ça, déjà, on sait d'emblée, voilà, on sait exactement qui est dans le partenariat, en tout cas le chef de file et les co-demandeurs. Il peut y avoir des partenaires associés sur votre projet, mais ils n'apparaissent pas à cet endroit. Donc ensuite, voilà, très simple, vous mettez le titre du projet, donc on va dire GODD, par exemple, pour rester dans la thématique des objectifs du développement durable. Et ensuite, donc ça c'est assez simple, ensuite on entre dans le document. Donc le document de budget en tant que tel, il est fait de plusieurs choses. Vous avez vu, il y a des différentes colonnes, il y a différentes lignes. Donc là, tout simplement, dans les lignes représentent des rubriques, des grandes rubriques de dépenses. Donc, qui ne sont pas forcément celles que vous trouvez dans les documents de budget habituels en France, mais qui sont assez symptomatiques de ce qu'on va trouver plutôt sur les documents européens. Donc, il n'y a pas beaucoup de rubriques et elles sont en général plus claires finalement que dans les documents français, hein, notamment. Donc là, vous avez la première rubrique salaire et honoraires. Vous avez une rubrique sur les voyages, tous les frais de déplacement d'une manière générale. La rubrique 3 qui porte sur les équipements dont l'acquisition va être nécessaire ou la location pour la réalisation du projet. Vous avez une rubrique service, donc voilà, si vous faites appel à des structures extérieures, des prestataires, c'est par ici que ça se passe. Et tous les autres types de frais, donc en excluant les frais d'audit qui ne sont pas considérés comme des frais éligibles pour ce projet-là. Donc là, voilà, il s'agit juste de les remplir simplement. Alors, la présentation est particulière. Donc là, vous avez, là aussi, hein, le modèle Union européenne. Donc, il faut bien définir l'unité qui va être prise en compte, qui va fixer le prix un petit peu de la dépense que vous allez indiquer, le nombre d'unités et le coût unitaire, ce qui permettra à l'arrivée d'avoir un nombre total, un chiffre total qui se reportera automatiquement dans la colonne bleue. Alors, comme tout ça, je le dis un peu vite et un peu mal, on va prendre un petit exemple. Donc, par exemple, sur votre projet, vous avez du personnel qui va travailler sur ce projet-là. Donc, vous avez notamment, par exemple, un chargé de projet qui va travailler pendant 4 mois à temps plein. Donc là, vous allez mettre dans la première colonne chargé de projet, par exemple, donc, à 100% pendant 4 mois. Voilà. Donc là, l'unité, ça va être en mois de salaire. Le nombre d'unités, c'est 4, puisque la personne va travailler 4 mois, et elle va travailler 4 mois à 100%. Et admettons qu'on soit sur un coût chargé, un salaire chargé de 2 000 €. Là, en principe, si tout va bien, hop, vous avez le montant total qui s'inscrit automatiquement, donc en l'occurrence 8 000 €. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais c'est une logique un petit peu différente de ce qu'on fait souvent par ailleurs. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, vous avez un chargé de communication qui va travailler sur le projet. Mais lui, il va travailler toujours pendant 4 mois, mais à 10% de son temps de travail. Donc là, vous indiquez bien, hop, chargé de communication, 10%, 4 mois. Hop, je le fais en même temps. Hein, hop. Donc là, c'est pareil. L'unité, ça va être des mois. Là, par contre, le nombre d'unités, ça va être du coup 4 mois à 10%, donc fois 0,1. Donc, en réel, vous allez avoir 0,4 mois à payer pour cette personne. Si cette personne elle a un coût salarial chargé mensuel de 2 000 €, hop, ça vous fait 800 €. Et ça se met tout seul dans le tableau. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire plus que ça. Est-ce que là, ça va? Vraiment, c'est assez embêtant que je ne vous vois pas. Est-ce que jusque-là, vous suivez? Oui, oui. Ouais. Ok, ça va. Je suis désolé, hein, je ne vous vois pas du tout. Donc, J'ai juste une question, Julien, excuse-moi, je suis Nathalie du SCD. Je voulais savoir, c'est un exemple, là, ces histoires de mois, enfin, si on veut le faire sous forme de jours ou de TP, oui, on peut. tout à fait. Il suffit de préciser notre mode de calcul, quoi. Absolument. Vous pouvez mettre là, par exemple, jour. Enfin là, hop, on va faire autrement. Là, on va mettre jour, par exemple. Hop. Donc, en gros, on va se dire que
bon, on va faire simple pour ne pas compliquer les calculs, mais on va dire que cette personne, elle va travailler 25 jours. Si un jour, c'est 200 €, c'est vraiment au pif, ce que je dis, c'est pas du tout réaliste. Hop, 25 jours à 200 €, paf, ça fait 5 000 €. Après, il faudra justifier comment vous avez calculé ce coût journalier, mais c'est une autre manière aussi que vous pouvez utiliser pour entrer les informations sur ce tableau. Ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre quelle est la personne dont on parle et comment les coûts ont été calculés, puisque ce tableau, ensuite, il vous engage au moment où il va falloir rendre des comptes à la fin du projet. Donc, il faut qu'on puisse bien comprendre de quelle personne il s'agit, en gros, de combien de temps elle va effectivement passer du temps sur le projet. Bien sûr, tout ça, c'est modifiable en cours de route, mais voilà, il faut qu'on n'ait pas juste une ligne salaire de l'équipe avec 10 000 € et pas plus de détails. Ça ne passera pas. Donc, essayez de détailler au mieux par poste les coûts salariaux qui vont pouvoir être engagés sur le projet. Est-ce que ça va, Nathalie? Au moins, est-ce que c'est clair la réponse? Oui, oui, merci beaucoup. Ok, ça marche. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, voilà. Donc, bon, sur les voyages, là, il n'y a rien de très particulier. Je vous donne juste quelques exemples. Par exemple, dans votre projet, il y a un film ou un web documentaire qui va être mis en Excusez-moi, place. Oui, oui, je vous en prie. excusez-moi parce que j'ai levé la main, donc vous n'allez pas Ok, bien. je suis désolé, je ne vois rien en En, fait. ouais. En fait, par rapport au salaire, Oui, donc il y a quand même des structures qui n'ont pas des salariés, donc oui, comme la nôtre. Du coup, ce sont souvent les bénévoles qui donnent de leur temps, oui. sachant que dans ce type de projet, donc il y a une implication, donc ça va pénaliser des bénévoles qui sont sur le projet. Mais comment ça va être dans ce cas-là? Donc, sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait ce conflit d'intérêts, donc membre de l'association et salarié en même temps. Donc, qu'il y a des situations comme ça. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi où est le problème. En tout cas, s'il y a quelqu'un de la structure qui travaille et qui est rémunéré Oui, pour ça, vous pouvez oui, l'indiquer là dans les salaires et honoraires. Ça, il n'y a pas de souci. Les bénévoles, alors c'est une d'accord. autre problématique, c'est-à-dire que les bénévoles, Non, 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 c'est non, plutôt… non, en fait, je parle des membres de l'association qui sont sur le projet, par exemple, pendant des années. Donc, c'est eux qui maîtrisent ce sujet-là. Donc, le fait de mettre sur le projet pour travailler dessus pendant des longues journées ou bien des mois, donc, est-ce qu'il y a possibilité de les mettre en tant que salariés, même s'ils sont membres de l'association? Donc, Non. parce qu'il faut éviter, voilà. Non, ça, c'est Donc, clairement, pardon. c'est pas possible. C'est soit ils sont Voilà, salariés donc, et hop, ils ouais, peuvent figurer là, soit ils sont bénévoles et du coup, non, on peut pas ils sont pas considérés comme des, entre guillemets, des dépenses éligibles. J'aime pas trop enfin, voilà, l'idée, c'est pas de dire d'accord. que un bénévole est une dépense, mais en tout cas, Ouais, tout d'accord, ce qui relève de la valorisation ne peut pas entrer dans ce modèle d'accord. de budget. Ok. Par contre, Pierre, dans votre D'accord. narratif, il faut indiquer que des bénévoles participent au projet. et Pierre, D'accord. Et l'autre, j'ai pas fini, donc pardon. excusez-moi. Et le deuxième volet de ma question, justement, parce que sur ce projet, il y a possibilité, donc même obligation de mobiliser des gens qui sont salariés, mais à l'externe, donc à l'étranger. Donc là, est-ce que c'est faisable? Parce qu'on a des gens à mobiliser sur le terrain pour documenter, pour faire pas mal de choses. Donc là, ce sont des salariés qui vont être affectés sur le plan international. Donc, ce n'est pas ici, dans le cadre de la préparation justement du projet. Julien, je me permets d'intervenir. On a un point un peu plus tard dans la séance sur les questions liées, on va dire, à la partie 1, coûts salariaux et coûts rattachés, c'est-à-dire honoraires ou autres types de rémunération du travail.
Est-ce qu'on prend cette question et on y répond à ce moment-là? Parce que je pense qu'il y a des éléments en plus qui vont vous aider déjà à comprendre, on va dire, l'esprit général. Et si la question est toujours là, on en discutera à ce moment-là. Je ne sais pas si ça vous va, Adri. Je sais pas, je n'ai pas du tout saisi votre réponse. Alors, en En fait, fait, il y aura un point, on va en discuter là dans quelques minutes. Il y aura un point spécifique sur ces questions-là. Est-ce que ça vous va si on décale la réponse à cette question après ce point-là? Pas de souci. Très bien. D'accord, pas de souci. D'accord. Donc, Daniel, je vois que tu lèves la main aussi. Si c'est sur les coûts salariaux, etc., peut-être qu'on peut. Oui, c'était dans ce sens-là aussi, mais par contre, pour des services civiques, du coup, je vais D'accord. attendre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on en discutera à ce moment-là, comme ça sera peut-être plus clair. OK, merci. Du coup, juste je reviens très vite sur le document, mais effectivement, surtout la partie salariale, c'est vrai que c'est un petit peu complexe, donc gardez bien vos questions. Et puis, du coup, Pierre reviendra sur certains principes assez importants à bien connaître avant de se lancer. Donc, je reviens juste rapidement sur ce document-là. Donc là, dans les voyages, donc vous mettez tous les déplacements. Donc, si c'est des déplacements, par exemple, d'un partenaire du Sud qui vient en Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez mettre là mission du partenaire Sud à Lyon. Et donc là, vous allez mettre un aller-retour, j'en sais rien, j'invente, Kinshasa-Lyon. Hop, vous mettez, donc là, l'unité, ça va être un billet d'avion. Là, vous mettez, donc, si c'est une personne, vous mettez 1, mais ça peut être évidemment plusieurs. Vous mettez le prix et même principe, le montant se met automatiquement. Dans ces déplacements, ça peut être aussi, par exemple, vous allez mobiliser les jeunes de votre projet pour participer à une activité sur, admettons, le Festival des Solidarités à Clermont-Ferrand. Ça nécessite, par exemple, de louer une petite camionnette pour 3 jours. Hop, même chose, vous indiquez là, par exemple, location minibus pour le Festival des Solidarités. L'unité, ce sera un jour parce que c'est un tarif journalier. Vous mettez le nombre de jours, le prix du jour et hop, vous aurez le montant total à l'arrivée. Pareil, ces jeunes, ils vont peut-être devoir manger à un moment donné. Donc, là aussi, pour qu'ils puissent déjeuner, vous indiquez, voilà, pareil, déjeuner jeune Festisol. Hop, vous mettez l'unité, c'est le repas. On va dire qu'ils sont 15. Donc, vous mettez 15 unités. Et on va dire que vous avez un super tarif à 10 €. Et voilà, ça vous fait 150 €. Donc, c'est juste une petite gymnastique à acquérir, mais qui reste suffisamment simple et explicite, me semble-t-il. Mais arrêtez-moi si ce n'est pas le cas. Désolée, Julien, j'ai encore une question. Parce que j'en avais parlé un peu avec Marine, et du coup, peut-être Pierre, tu pourras me renseigner. C'était donc nous, on a des volontaires en service civique qui viennent d'autres pays. Donc, je voulais savoir si on pouvait prendre en charge leur billet d'avion, qui, donc, comme il y en a beaucoup, ça risque d'être une bonne dépense quand même. Et voilà, je sais qu'il y avait peut-être une histoire de ne pas avoir trop de dépenses sur les billets d'avion. Donc, je voulais savoir si vous en saviez plus à ce propos. Après, ça dépend vraiment de l'ampleur de l'enveloppe budgétaire. L'idée, c'est effectivement le gros de l'activité. Donc, c'est une activité de sensibilisation en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il peut y avoir une partie du budget qui est mobilisée pour faire venir des partenaires d'ailleurs, à condition, bien sûr, que le lien entre leur venue et la mission de sensibilisation soit clairement établi. Après, c'est sûr que si c'est 25 000 € de billets d'avion sur 30 000, ça veut dire qu'en gros, on finance surtout du déplacement et finalement pas grand-chose d'autre sur place. Donc, il faut être attentif à ce que la présentation budgétaire permette bien d'établir que s'il y a des déplacements internationaux, c'est bien au service de cette mission de sensibilisation en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le coup, vous connaissez le projet, du coup, c'est les volontaires qui seront, c'est les jeunes qui vont mettre en place les projets, donc le lien, il est clair. Après, c'est vrai qu'à la louche, là, c'est facile un tiers du budget. Ouais. Donc, est-ce que ça passe ou pas, quoi?
Oui, bah, de toute façon, un billet d'avion, tout de suite, ça fait monter les enchères. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Enfin, le truc, c'est qu'on n'est pas que ça, en fait, parce que si l'évaluateur ne peut pas imaginer qu'en plus du déplacement, il y a vraiment des activités de sensibilisation, il peut avoir l'impression que finalement, on finance beaucoup de déplacements et que finalement, soit la sensibilisation, elle est financée par ailleurs, mais du coup, ça biaise un petit peu la présentation. Soit il n'y a pas de sensibilisation, on finance juste du déplacement. Donc, il faut bien être attentif, hein, même s'il y a une somme importante sur les billets d'avion, que dans le budget, on retrouve aussi tout ce qui va concerner la sensibilisation en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, bien sûr. Mais sachant qu'en plus, comme il y a des cofinancements à hauteur de 10%, ça peut être aussi indiqué dans le budget, voilà, un tiers de la somme. Donc, je dis en gros 10 000 € en billet d'avion, mais ce n'est pas forcément les 10 000 passent sur MindChanger, ça peut être une partie dans le cofinancement. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Aussi. Et d'ailleurs, Pierre, je pense, aura des choses à dire aussi sur le cofinancement tout à l'heure. Ouais. Du coup, je reviens juste sur le document. Hop, donc, bon, après les équipements, j'y passe pas 3 heures, hein, mais là, vous avez besoin, par exemple, d'un caméscope. Hop, bah voilà, vous mettez hop, caméscope. Du coup, là, l'unité, ce sera le caméscope. Vous en achetez un, le tarif, c'est 2 000 € et hop, vous avez le montant qui s'affiche directement. Sur les services, ça peut être là aussi, hein, si on reste dans cet ordre d'idée, donc par exemple, le sous-titrage documentaire, si votre projet, c'est de faire un documentaire, donc là, vous passez par un prestataire X ou Y. Si vous connaissez son nom, vous mettez le nom du prestataire dans ce tableau. Comme ça, on pourra bien faire le lien avec ce qui est indiqué dans votre narratif. Donc là, par exemple, on peut se dire que c'est un forfait par film, en fait. Donc, du coup, si vous avez juste un film, hop, vous allez mettre 1, et on va dire que voilà, c'est 1 200 €, paf. Et donc là, vous avez aussi vos 1 200 € qui sont à la fois comptés là et aussi comptés dans le montant global de la rubrique. Donc ça se fait tout seul. Hein. Donc, il y a pas, essayez de ne pas trop toucher à ce qu'il y a dans la partie bleue pour ne pas risquer d'effacer les formules. Et si vous avez besoin d'ajouter des lignes, vous pouvez le faire sans problème. Donc, vous insérez une nouvelle rubrique. Alors là, après, il faudra modifier les chiffres, mais par contre, la formule sera aussi dupliquée. Donc là, admettons, ce sera 1 et 500 et ça ne marche pas. Voilà, donc c'était le mauvais exemple. Bon, je vais vérifier pourquoi ça ne marche pas, mais donc veillez bien, en tout cas, à ne pas trop toucher la case bleue qui, en principe, se retrouve avec les formules. Donc là, après la catégorie autre, Pierre, ou alors je me permets juste, en fait, il faut Oui, que tu appliques la case juste au-dessus, sur la case d'en dessous, sur la formule de calcul. Ah, c'est moi qui n'ai pas fait le truc comme il fallait, c'est ça? Ouais, il faut que donc tu te mets sur la case qui est juste au-dessus. Ouais. Non, sur la ligne bleue, sur la rangée bleue, et que tu Et hop l'appliques. là, et je descends. Voilà. Voilà. Merci Daniel. Voilà, Excel, c'est simple en fait. Il faut juste bien connaître. Donc voilà, merci beaucoup Daniel. Sur la partie 5, bon là c'est tout le reste, hein, d'une certaine, voilà, de tout ce qui n'entre pas dans les autres cas, j'ai envie de dire, vous pouvez le mettre dans la rubrique numéro 5. Donc là, vous allez avoir automatiquement le calcul du sous-total des coûts directs. Vous avez la possibilité d'inclure des frais, des coûts administratifs. Donc là, par contre, vous remarquez bien que c'est une cellule qui est blanche. Donc ça, c'est à vous de la remplir. Donc là, pour vous aider, il y a ici donc une petite case rouge qui vous calcule automatiquement le montant maximum des coûts administratifs que vous pouvez demander. Donc là, en l'occurrence, 7% de 18 850 €, ça fait 1 319,50 €. Donc, soit vous reportez cette somme, soit vous mettez, j'en sais rien, 1000. Enfin, après, ça, c'est à vous de voir. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez le total des coûts éligibles ici. Donc là, en l'occurrence, 19 850 €. Vous n'oubliez pas de dater et signer le document et si possible par le représentant légal, ou si ce n'est pas le représentant légal, il faut qu'on puisse s'assurer que cette personne est autorisée par la gouvernance de la structure à signer ce document.
Voilà. Donc ça, c'est le plus gros, entre guillemets, de la partie. Vous avez ensuite, sur l'onglet 2, les sources de financement. Donc là, on part plutôt sur la partie recettes. Donc, par exemple, on va dire que votre projet, voilà, il coûte au total 20 000 €, mais du coup, ce n'est pas un bon exemple. En fait, là, ce qu'il faut voir, en fait, si vous avez un projet à 2 000 €, à 20 000 €, pardon, pour savoir quel montant vous allez pouvoir demander à Mindchangers au maximum, donc il faut multiplier par, enfin c'est 90%. Donc, par exemple, si c'est 20 000 €, vous multipliez par 0,9, hop, et sauf que j'ai oublié le égal. Et donc là, vous allez avoir le montant à faire figurer dans la partie maximum à demander à Mindchangers. Donc ici, vous allez mettre 18 €. Donc là, c'est 100%. Donc voilà, là, on voit que ça ne va pas. Et donc, après les 2 000 qui manquent, il va falloir que vous puissiez les reporter dans les autres lignes. Donc, soit c'est des fonds propres, parce que votre structure, elle est en mesure de mettre ces 10% en complément. Soit là, en l'occurrence, dans cet exemple-là, si ce n'est pas 2 000, mais que c'est 1 000 que l'association peut mettre, vous indiquez 1 000. Donc là, vous dites bien que c'est des montants qui sont acquis, puisque ça, vous les avez dans les fonds de votre structure. Et puis, vous allez demander, par exemple, on va dire, par exemple, 500 € à la fondation Fnac. Et vous allez demander 500 € à la mairie de, peu importe, la mairie de Saint-Paul en Auvergne, voilà, par exemple. Hop, et donc là, vous avez bien votre total qui n'a pas changé, donc qui est à 20 000 €. Votre structure, elle amène 1 000 €. Vous avez 2 demandes complémentaires de fonds. Et votre structure, elle met 1 000 €. Donc là, vous avez bien 90% maximum qui est financé par Mindchangers et donc 10% de financement que vous apportez soit vous, soit par d'autres financements. Donc ça, c'est relativement simple, mais par contre, voilà, vérifiez bien aussi que le montant que vous indiquerez ici dans le montant demandé à Mindchangers n'excède pas 90%, parce que là, ça ne passera pas si c'est le cas. Ça peut être moins que 90%. Là, je pense que Nathalie parlait d'autres financeurs, donc peut-être que pour ce qui vous concerne, ce sera voilà, il y aura d'autres financements et peut-être que le financement de Mindchangers ne représentera que 75%. Mais voilà, dans tous les cas, il ne faut pas que ça excède 90%. Mon partage d'écran est en pause. Donc voilà, ça c'est le dernier, le deuxième onglet. Je n'y passe pas plus de temps, sauf si vous avez des questions à ce stade là-dessus, sachant que le dernier va être extrêmement rapide. Non, pas de questions pour… Oui, si, juste une. Jonas, ouais. Elle est peut-être stupide, mais je préfère la poser. Non, il n'y a pas de question. Est-ce qu'il y a un minimum, justement, au niveau du pourcentage de financement de Mindchangers? Parce qu'il y a un plafond, mais est-ce qu'il y a un minimum? Non. Alors, par contre, Pierre reviendra certainement là-dessus. Le cofinancement a des implications. Donc, il n'y a pas de minimum, c'est-à-dire que vous faites bien comme vous voulez. Mais après, en termes de reporting derrière, il va y avoir des implications. Et donc, Pierre pourra expliciter le point de vigilance, le gros point de vigilance là-dessus. Mais d'une manière générale, c'est toujours intéressant de voir que votre projet, il peut aussi être soutenu par d'autres bailleurs. C'est aussi intéressant de voir que c'est quelque chose qui mobilise. Mais par contre, il y a des implications fortes en termes de reporting. Et là, je laisserai Pierre revenir dessus. Ok, merci. Donc, on retient votre question, Jonas. Donc, s'il n'y a pas plus de questions à ce stade sur vraiment ces 2 premiers onglets, je passe au 3e. Si, oui, je vous écoute. Badri. Et en fait, je sais pas, j'ai perdu ma question, excusez-moi. Elle reviendra peut-être. Oui, il reviendra parce qu'au moment où vous intervenez, c'est perdu. Attendez, il faut que je la note. Ok. Désolé. Pas de souci, Badri. Essayez de la noter et puis si elle revient, et puis on la reprendra tout à l'heure. Je vois que Candide a aussi une question.
Oui, Candide, on vous écoute. Par contre, il faut rallumer votre micro, Candide. Oui, pardon. La question que j'ai est que sur le cofinancement, si dans le projet, on pense qu'il y aura une partie qui se fera, par exemple, au Rwanda, et si la mairie, une mairie du Rwanda peut cofinancer, disons, 200 €, est-ce qu'on peut le mettre dedans ou puisque c'est l'étranger, ça ne fait pas partie? Alors, c'est possible de le faire. Moi, je ne vous conseillerais pas particulièrement de le faire parce que dès qu'il y a des dépenses à l'étranger, ça peut devenir compliqué après en termes de reporting. Donc, je pense que vous pouvez indiquer dans le formulaire, vous pouvez indiquer que la mairie rwandaise en question, elle est intéressée, elle soutient le projet, elle est partie prenante, etc. Si c'est des montants très faibles, ça risque de complexifier beaucoup les choses. Ça me semble pas forcément très, très utile parce qu'il y a toujours une question ensuite si vous voulez, le document que vous allez déposer, il vous engage pour la suite. Si votre projet est retenu, il y a toute une question de pourcentage, etc. Pierre reviendra dessus aussi, qui vous engage pour la suite et qui peuvent constituer des motifs de complexité supplémentaires. Si ça se joue à 200 €, c'est peut-être pas forcément utile de se compliquer la vie avec des financements pas très importants, surtout si c'est à l'étranger. Ok, ça marche. Merci. Merci, Candide. Badri, vous avez retrouvé votre question? Je n'ai pas trouvé celle-là, mais il y a une autre. En fait, la question de l'apport privé, donc les fonds propres. Donc, c'est un apport privé. Donc, s'il y a l'apport financier, il y a aussi l'apport en nature. Donc, il y a le bénévolat. Donc, je ne vois pas de rubrique pour Non, en fait, valorisation de bénévolat. Tout ce qui relève de la valorisation, tout ce qui est apport en nature, bénévolat, etc., il peut y en avoir, mais ce n'est pas considéré comme des coûts éligibles ni comme des apports, financiers. En fait, ce format de budget européen ne prend pas en compte cette dimension-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y en avoir. Au contraire, si vous avez des bénévoles qui vont être très impliqués dans le projet, il faut pouvoir le dire, mais dans le formulaire narratif. Par contre, vraiment, mettez-vous en tête que ce document de budget il ne concerne que des contributions financières, vraiment de l'argent sonnant et trébuchant, et que le reste n'est pas pris en compte. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, au contraire, mais par contre, ça ne peut pas entrer dans ce document-là. D'accord, merci. OK. D'autres questions à ce stade sur ces deux derniers onglets? Non. OK. Très vite, le dernier. Très rapide. Donc, je passe au troisième onglet, propriété des équipements. Donc là, vous avez un petit tableau très simple. Donc, en fait, il s'agit de faire le suivi des biens et des équipements qui seront acquis dans le cadre du projet. Donc, en fait, là, c'est du contrôle au niveau de la Commission européenne. Évidemment, l'achat d'équipements est autorisé, mais par contre, la Commission européenne veut savoir à qui l'équipement va rester à la fin du projet, enfin, qui sera le propriétaire de l'équipement à la fin du projet, sachant que ça ne peut pas être des personnes physiques, c'est forcément des structures. Donc, ça ne peut pas être des individuels qui gardent les équipements qui auront été achetés. Donc, c'est très simple. Par exemple, tout à l'heure, je disais le caméscope, il sera utilisé pour la réalisation du documentaire. Et c'est l'association des jeunes reporters, voilà, admettons, qui garde la propriété de l'équipement à la fin du projet. Donc là, il faut bien indiquer tout ce qui sera acquis dans le cadre du projet. Pas la peine d'indiquer ici tous les équipements qui seront mobilisés pour le projet s'ils ont été achetés avant le projet. La Commission européenne, elle ne s'y intéresse pas. Elle veut juste être certaine que les biens les équipements qui seront acquis dans le cadre du projet, on saura qui en aura la propriété à la fin du projet.
Donc là-dessus, pas de difficulté particulière. Tous les onglets doivent être donc datés et signés par le représentant légal, je le redis. Et voilà, en gros, c'est à peu près tout. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, même par certains aspects. Je trouve que les budgets européens sont plutôt plus simples que les budgets français à remplir, puisque là, c'est assez vaste sur les rubriques, mais néanmoins, voilà, il y a cette petite gymnastique à faire entre les coûts unitaires, le nombre d'unités, etc. Il est 15h39, donc du coup, si vous avez d'autres questions, ouais, Michel. Oui, par exemple, pour tout ce qui est billets, enfin, il y a forcément des estimations initiales qui sont faites sur le coût d'un billet ou sur le prix d'une chambre à coucher ou je ne sais pas quoi. C'est forcément des estimations un tout petit peu pifométriques à partir d'éléments de comparaison, mais pas beaucoup plus. Ça n'engage pas au-delà de cette valeur-là au moment de la réalisation. Si on a des mauvaises surprises sur le... Je prends par exemple les billets algériens en ce moment, même s'ils sont en train de baisser, ils sont encore très élevés. Si on met la valeur d'aujourd'hui, il n'est pas impossible, dans le bon sens, qu'au moment de la réalisation, il soit divisé par 2. Voilà. Pardon, juste pour faire une réponse rapide sur ce point, évidemment, ça reste un prévisionnel, on est bien d'accord, donc il peut y avoir des modifications de prix, il peut y avoir voilà, tout un tas d'événements qui interviennent et qui font que finalement, on n'est plus trop dans ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, bien sûr, c'est tout à fait possible. Là-dessus, il faudra bien rester, si c'est le cas, il faudra bien rester en contact avec Resacop pour que, d'une part, Resacop soit informé, qu'on puisse vérifier du coup quel est l'impact sur le reste du projet, parce que peut-être si vous avez une ligne qui devient plus importante que prévu, peut-être que comme le financement européen ne pourra pas augmenter de toute manière, il faudra peut-être revoir à la baisse d'autres choses. Donc, il y aura cette gymnastique à faire. On vous transmettra un document de demande de modification budgétaire qu'il faudra, le cas échéant, remplir pour validation par Resacop et éventuellement information au niveau de la Commission européenne. Mais on est bien d'accord qu'on reste sur du prévisionnel. On a le cas régulièrement de projets où les coûts changent ou alors il y a des déplacements internationaux qui sont prévus et finalement on ne peut plus les faire pour X raisons et où du coup voilà, il y a tout un travail de rééquilibrage, réajustement du projet, enfin du budget, pardon, en l'occurrence, enfin du projet et du budget donc, en l'occurrence. Donc là aussi, Pierre pourra aussi compléter sur les principes qui régissent un petit peu tout ça. Du coup, Michel, pour l'instant, on s'en arrête là. Varinia? Oui, je veux bien. Merci, Julien, en tous les cas, pour la présentation. J'ai bien compris les cases blanches, les cases bleues. Juste le dernier point sur les cases rouges. Ça se remplit en cours d'évolution du projet ou est-ce qu'on a des choses à pré-remplir? Là, j'ai dû zapper une information. Les rouges, c'est pour vous. Nous, ça ne nous intéresse pas. Okay. Les rouges, c'est juste pour… notamment pour les projets qui sont portés par plusieurs acteurs. C'est juste pour vous suggérer que les discussions autour du budget et de la répartition de l'utilisation du budget entre les partenaires, c'est toujours mieux si c'est fait avant le démarrage du projet que pendant. Là aussi, on a quelques exemples, heureusement pas nombreux, de projets où les partenaires se rendent compte, après avoir eu la subvention, qu'ils ne sont pas d'accord sur qui devrait gérer combien. Et donc, voilà, c'est pour éventuellement vous inciter fortement à avoir cette discussion avant, plutôt qu'après. Très bien, merci. Ouais, c'est clair. Martial? Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que les dépenses qui sont préfinancées et pas d'association, c'est-à-dire en amont du projet, dans tout ce qui est préparation du projet ou tout, est-ce que ça peut être pris en compte dans le budget, vu que le projet va se démarrer après le retour des jeunes à Lyon? Est-ce que ça passe ou pas? Alors, dans tous les cas, la période de réalisation des projets, c'est 1 an et c'est à compter du
1er novembre 2022. Donc déjà, tout ce qui est Oui. avant le 1er novembre 2022 ne sera pas éligible, hein, déjà, première chose. Donc voilà, à bien penser aussi en termes de calendrier les implications qu'il peut y avoir, hein. Donc tout le travail qui sera fait avant sur le projet, malheureusement, ne sera pas retenu comme éligible pour le budget. Donc à bien penser aussi sur la question des salaires, sur la question des éventuels déplacements, etc. Vraiment, c'est 1er novembre, 31 octobre, 1er novembre 2022, 31 octobre 2023. Tout ce qui est avant, ça ne passe pas. Pierre, tu as ton micro ouvert, tu voulais compléter? Oui, j'allais dire que pour ce qui est de l'éligibilité des dépenses, donc notamment ça fait partie des points, la date, et qu'on allait le voir tout de suite après. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachant que ce n'est pas la fin, hein, c'est pas la fin. Après, il y a Pierre qui a plein de choses à vous dire aussi. Oui, Badri? Oui, justement, pour les per diem du projet, donc là, ils nous orientent vers un document de la Commission européenne donc, qui fixe par pays. Donc, on a par exemple pour la France, il y a 245 €. Est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est par journée, par mois? Donc, il faut préciser un petit peu de quoi il s'agit. Donc, si je ne me trompe pas, vous parlez de la question des forfaits des per diem à l'étranger, c'est ça, hein? À l'étranger et aussi ici. Donc, oui. J'aimerais bien savoir, est-ce que cette somme de 245 € comme forfait, est-ce que c'est pour l'étranger, c'est pour ici? Donc, c'est un peu… En fait, pour chaque pays, vous avez un tarif journalier de référence qui ne peut pas être dépassé. Enfin, en tout cas, il ne sera pas pris en compte hein, si ça dépasse. Alors après, c'est vrai que pour la France, je ne me suis pas trop posé la question de comment ça marche, mais Pierre va certainement vous répondre. En fait, ils ont donné un papier avec la liste des pays européens concernés. Donc, en France, c'est marqué 245 €, je crois. Mais c'est journalier par l'ensemble du projet. Voilà. Le principe d'un per diem, c'est que c'est en effet journalier. Il faut savoir quelque chose, c'est que l'Union européenne, donc elle donne ses fichiers par pays, notamment parce qu'il y a des Mindchangers, c'est un projet où en fait il y a des lauréats qui sont dans d'autres pays qui seraient susceptibles, par exemple, de venir en France. Donc les per diem s'appliquent plutôt dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en France, pour ce qui est frais de déplacement, etc., l'Union européenne demande une gestion qui serait la plus saine, entre guillemets, économiquement, et donc qui serait liée à la législation locale et ce qui est fait. C'est-à-dire qu'en France, donc là, nous sommes en France, si nous allons en France, c'est-à-dire que si je fais un déplacement de Paris à Valence, par exemple, ou de Lyon à Clermont-Ferrand, je devrais justifier de mon déplacement et de mes coûts de déplacement et de subsistance, c'est-à-dire hôtel, restauration, etc., comme la législation française le prévoit et pas forcément comme l'Union européenne. Et sachant qu'il y a aussi d'autres contraintes pour ce qui est des frais de déplacement dont vous pourrez avoir connaissance grâce notamment au guide de reporting que nous avons produit, qui est que si par exemple, c'est que le billet de train utilisé, c'est le billet de train de seconde classe, et que si les frais de déplacement en voiture coûtent plus cher que le billet de train, normalement, ils ne sont pas éligibles, il faudra prendre le train. Et pareil pour les billets d'avion. Les per diem comptent surtout pour quand vous allez à l'étranger. Si vous dépassez de France en France, on va dire, il y a d'autres législations à prendre en compte. Enfin, il y a d'autres points, on va dire, du budget à prendre en compte. Ok, merci. Est-ce qu'on ne passerait pas à la suite? Alors, je vois qu'il y a une autre question, mais peut-être que Nathalie, on y répondra en même. Enfin, poser là. Ouais, mais… peut-être, parce qu'on n'en a pas tout à l'heure, c'était par rapport au service civique. Oui, on va en parler. Super, merci. Il n'y a pas de souci. Ce que je vois que le temps passe et je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on avance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais… c'est à toi, de toute façon. Moi, j'ai fini. Ok. Alors, est-ce que Julien, tu peux partager l'écran? Ouais, très bien. Parfait. Alors, donc oui, nous sommes là. Tu peux aller à la celle d'après. Donc, moi, je vous parlais un peu
voilà, de quelques points sur un financement européen, et notamment dans le cadre de Mind Changers. Il y a, on va dire, 3 règles, principes déjà d'un financement européen. Le premier, c'est le principe de cofinancement, donc on en a parlé, qui est que l'Union européenne ne finance jamais seule un projet. Ici, il demande donc minimum 10% de cofinancement. Un point d'attention sur ce cofinancement, c'est que si vous décidez en fait de déclarer un cofinancement plus élevé, donc ça va rejoindre la question Jonas. de Jonas exactement. Imaginons, vous dites que vous êtes à 50% cofinancé, par exemple, que la subvention représente 50%, voilà. Dans le cas, donc, à la fin du projet où vous auriez dépensé moins que prévu, c'est-à-dire que si vous êtes à 50%, ça ferait en gros un projet au total à environ 60 000 euros si vous êtes sur l'enveloppe de 30 000 euros, et qu'au final, vous déclarez 50 000 euros atteints, l'Union européenne diminue la subvention d'autant que le projet n'a pas été réalisé. C'est-à-dire qu'au fait, si vous avez déclaré 60 000 euros au départ, vous ne pouvez pas dire que vous avez 20 000 euros de cofinancement et que vous avez 50 000, pardon. Vous ne pouvez pas dire finalement on n'a que 20 000 euros de cofinancement et toucher les 30 000 euros de l'Union européenne. L'Union européenne va vous dire, donc vous avez 50 000 sur 60 000, donc 5/6. Donc on va réduire la subvention d'autant. Donc c'est pour ça que c'est un point d'attention, c'est quelque chose qu'on veut vous dire, c'est soyez entre guillemets intelligent sur la manière dont vous avez de déclarer vos cofinancements, parce que si vous déclarez des cofinancements plus élevés, vous ne pouvez pas juste entre guillemets les squeezer à la fin, parce qu'on aura le budget qui fait foi et qui nous dira, bon, bah, l'auditeur, il va dire très bien sur… D'ailleurs, je vais en profiter pour parler un peu de comment ça va se passer l'audit à ce moment-là, ce sera peut-être encore mieux. C'est qu'en fait, l'auditeur, qu'est-ce qui va se passer? Il va auditer une partie des dépenses. Il va dire, je vais auditer X% des dépenses de tel projet. Et imaginons, c'est 10%. Sur ces 10%, il va dire ensuite, j'ai validé 90% des dépenses de ces 10%-là. Donc, je considère que le budget est valide à 90% du total. Ça veut dire qu'il ne va pas tout vérifier et donc que si ça va vous demander une extrême vigilance sur chaque point de dépense, parce que s'il y a un point qui ne va pas et qui fait partie des petites parties auditées, ça va diminuer extrêmement le pourcentage global éligible selon l'auditeur et donc potentiellement le pourcentage de la subvention. Donc, surtout, voilà, on veut vous mettre en garde parce que c'est un raisonnement qui a pu être amené par certains lauréats. On veut mettre en garde contre le raisonnement qui est de dire je mets beaucoup de cofinancement et au pire des cas, si je n'atteins pas mon budget, je diminue à la fin. Ça ne fonctionnera pas. L'Union européenne s'assure que ça ne fonctionnera pas. Sachant qu'en plus, ces chiffres seront donnés dès le départ. Oui, Daniel, je vois que tu as une question. Je voudrais savoir, sur le budget prévisionnel, on met des demandes de sub sur le cofinancement. Et dans le cas où on ne les obtient pas, si jamais j'ai demandé, je ne sais pas moi, 10 000 euros à l'Union européenne et que j'avais prévu de demander 2 000 euros à la mairie et que la mairie ne me donne pas les 2 000 euros, comment est-ce que je gère ça? Eh bien, bonne question. Comment dire? Le souci, ça va être en effet d'atteindre quand même le niveau de cofinancement au départ. Donc, il va falloir trouver d'autres sources de financement. Si le projet a été retenu, bien sûr, il faudra bien en avertir Resacop et à ce moment-là, on essaiera de trouver une solution ensemble. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à Resacop, du coup, que comme je n'ai pas obtenu les 2 000 euros, j'ai ajusté mes dépenses pour ne pas dépenser ces 2 000 euros-là. Et du coup, en fait, mon cofinancement, ce n'est pas du cofinancement, mais c'est de la gestion, si tu veux, de mon budget pour que justement, je ne dépense pas ces 2 000 euros-là. En fait, le souci, c'est que si les 2 000… alors, en fait, il y a deux solutions. Soit on trouve les 2 000 euros manquants, soit on diminue le projet de 2 000 euros. Mais si on diminue le projet de 2 000 euros, en fait, la subvention Mind Changers diminuera d'autant. Oui, c'est ça. Enfin, oui, c'est ça qui me… Ouais, ok. Voilà, c'est ça en fait le souci. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à essayer de trouver les cofinancements déclarés au départ. Parce que sinon, en fait, ça fait une grande diminution. Si ton projet au départ, on va dire, il a 12 000 euros et que tu perds les 2 000 euros de cofinancement, déjà, et que tu avais prévu 10 000 euros de Mind Changers, en fait, ça veut dire que je n'aurais déjà… que 8 000 euros, en fait.
final. En fait, c'est encore vont pire que compenser. ça parce qu'en fait, ça veut dire que tu avais 80% financé par Mindchangers. Mhm, Donc, ils vont dire, donc, si tu as 0 de cofinancement, il va falloir forcément déjà en retrouver. mhm. Et ils vont dire, bon, bah voilà, si le projet, au départ, si tu arrives à trouver 1000 euros, ça veut dire qu'ils vont se mettre à 80%. Donc, en gros, tu auras 6 000 euros, ça représente 20%. Ça veut dire que tu seras à… bah oui, si en fait, là, dans ce cas-là, tu seras à 8 000 À euros. 8 000, Ouais, oui. Mm. voilà, donc en fait, ton budget perdra, tu seras au total à 9 Oui, 000, c'est donc ça. ton projet perdra 3 000 euros. Il ne perdra pas juste 2 000 euros. Mm. Voilà. Donc, on vous demande voilà, d'être vraiment vigilant à ça. Ensuite, il y a une autre règle qui est la règle de non-double financement. Donc, ça, c'est assez facile. C'est-à-dire que l'Union européenne ne veut pas financer 2 fois des projets. Ce qui veut dire que donc, tout projet qui serait… en fait, toute structure impliquée sur le projet, qu'elle soit chef de file, co-demandeur ou prestataire de service, ne pourra pas être éligible à 2 projets européens de la même commission. Ici, c'est la commission DIR. Et la dernière règle, qui est la règle de non-profitabilité. Donc, comme l'a dit Julien au départ, tout projet, tout budget se doit d'être équilibré entre les dépenses et les recettes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de recettes. Par exemple, si vous faites un repas et que du coup, vous engrangez de l'argent à ce moment-là, ça veut juste dire que les recettes et les dépenses doivent être égalisées à la fin du projet et donc réaliser un profit nul. Il y a une question de Michel. Oui, je viens d'entendre donc que quelqu'un qui a été financé dans le cadre d'un projet par la Commission européenne ne peut même pas être prestataire, c'est-à-dire changer de casquette et vendre sa prestation dans un autre projet financé par la Commission européenne. J'entends bien ça? Oui. Alors, Michel, est-ce que vous pouvez préciser du coup votre situation? Il y a une association qui est sur Lyon qui a été financée en tant que porteur de projet dans la première vague de Mindchangers, mais dont la compétence en matière de diffusion des ODD est très intéressante et à laquelle je comptais faire appel pour notre projet sous la forme d'une prestation. Donc là, je comprends que je ne pourrai pas. Donc, Tout à fait. peut-être qu'il faudra, il y a peut-être moyen d'obtenir la prestation, mais sous une autre casquette, peut-être, ou l'autre, peut-être il faut réussir à trouver une autre. Il va falloir être inventif et créatif. C'est-à-dire, oui, il peut y avoir peut-être une auto-entreprise ou un truc comme ça, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, la même structure ne peut pas apparaître, hein, puisque, oui, je vois bien. comme l'a dit Pierre, sur cet appel à projet Mindchangers, une même structure ne peut pas être financée 2 fois, même si c'est sur un statut différent. J'en profite pour répondre à la question de Géraldine dans le chat. Alors, en fait, ça va dépendre. C'est-à-dire que si dès le départ, donc un cofinancement que vous avez prévu d'avoir au début du projet, vous ne l'obtenez pas, on pourra essayer peut-être de renvoyer une nouvelle version du budget avec les fonds propres qui sont augmentés. Par contre, si c'est à la fin du projet que vous avez un souci là-dessus, je pense que ça sera trop tard et que ça sera compliqué et qu'en fait, du coup, à partir de ce moment-là, en fait, ça sera juste malheureusement une réduction du budget total. Nathalie, aussi une question? Oui, du coup, j'ai même 2 questions. Juste pour revenir sur les prestataires. Mais Oui. si, par exemple, nous, on fait appel à un organisme de formation pour faire une formation autour des ODD avec les jeunes, moi, je ne sais pas si cet organisme de formation, par ailleurs, travaille avec d'autres associations, en fait. Oui, alors en fait, c'est pour ça que notamment Julien vous disait au départ de nous préciser le nom quand vous avez fait appel à un prestataire, c'est que nous, déjà, on pourra le vérifier à ce moment-là aussi. Ok. Julien, tu dis, hein, si tu m'interromps si je me trompe.
Et est-ce que, donc la deuxième question? Oui, pardon. Et du coup, la deuxième question, c'est par rapport au cofinancement. Donc, est-ce que je peux mentionner juste une partie d'un cofinancement? Donc, imaginons que donc voilà, je vais demander 30 000 € à Mindchangers et par exemple, par ailleurs, j'ai 10 000 € d'un autre cofinancement assuré. Je peux juste mentionner à Mindchangers, je sais pas, 2 000 € de cet autre cofinancement à 10 000 ou... Ça me paraît pas, enfin, c'est possible. Ok. La seule chose, ça va être, je ne sais pas quel est l'autre cofinancement, il va falloir juste que l'autre cofinancement soit au courant qu'il cofinance aussi le projet. Ça, c'est à vous de voir dans votre côté. C'est-à-dire que si c'est un cofinancement qui est sur un projet en question, voilà, il faudra juste que… Mais c'est possible. La seule autre gymnastique, c'est quel est ce cofinancement. Si c'est un cofinancement qui devient l'Union européenne, Non, c'est de l'AFD en l'occurrence. bon, bah, alors, si c'est de l'AFD, oui, c'est possible. Ok. Daniel, je te propose juste qu'on avance, parce qu'il y a un temps pour les questions, juste pas un tout petit peu après. Est-ce que ça te dérangerait d'attendre juste les prochains éléments? Non, non, ça va. Super, pas de souci, merci. Julien, je te relaisse représenter. Ok. Alors, tu peux passer à la slide suivante. Donc là, maintenant, je vais un peu passer en revue 3 points. Donc, tous les coûts ne sont pas éligibles. Donc, je vais vous mettre après voilà, une liste de conditions respectées sur l'éligibilité des dépenses. Comme ça, voilà, il faudra bien comprendre voilà, que malheureusement, il y a certaines choses qui ne pourront pas être prises en charge par le projet. Et donc, ça éviter bien sûr à mettre dans le budget prévisionnel. Ensuite, donc, les parties prenantes. Donc, il y a donc le chef de file ou la chef de file et ses co-demandeurs. Donc, ces personnes-là qui vont avoir une partie du budget alloué, on va dire, sur leur structure. Donc, il faut savoir que ce soit le chef de file ou les autres co-demandeurs, co-demandeuses, ils ont les mêmes règles de justification des dépenses. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez une prestation qui est censée être faite par un co-demandeur qui fait du montage vidéo, par exemple, cette personne-là ne pourra pas être à la fois co-demandeur et prestataire et devra justifier des coûts de la même manière que le chef de file et ne pourra pas juste faire une facture. Ensuite, vous pouvez avoir dans votre projet donc, des partenaires qui sont identifiés. Par exemple, un partenariat, moi je ne sais pas, avec l'université Lyon 3. Ces partenaires ne peuvent à aucun moment être destinataires du moindre centime d'euro de ce projet. C'est-à-dire que ce sont des… Voilà, on va dire qu'il y a le statut de partenaire, un statut à part. C'est un statut qui va être intéressant pour plein de questions, un peu par exemple, un statut de parrainage ou un statut qui va apporter des compétences particulières, mais ils ne peuvent pas gérer une partie de cette subvention. Et le dernier statut, donc c'est le statut voilà, on va dire de sous-traitant, de prestataire, qui lui, en fait, donc ne pourra pas être éligible ne pourra pas être prestataire s'il reçoit par ailleurs d'autres fonds. Et enfin, le budget est évidemment lié à un projet, c'est-à-dire que pour l'Union européenne, il faut vraiment que dans le budget, on puisse retracer facilement toutes les actions qui vont être menées, c'est-à-dire tout ce qui va être dans votre dossier, on va dire dans la partie narrative, où en fait, concrètement, si vous faites une production vidéo, on veut voir les coûts associés. Si vous avez une personne qui va être embauchée pour la coordination du projet, on veut la voir, voilà. Et que s'il y a une dépense qui ne retranscrit pas vraiment ce qui est écrit dans le narratif, c'est-à-dire qu'on voit une ligne de dépense, mais on ne sait pas du tout à quelle action elle est liée, ça risque de poser problème parce qu'en fait, on va considérer que c'est une dépense qui ne sera pas directement liée au projet. Et donc, Julien, je te laisse passer à la slide suivante parce que justement, ça va faire écho au dernier point, enfin au premier au dernier point. Donc là, on est sur les critères d'éligibilité des coûts. Donc, il faut qu'ils soient engagés pendant la durée de l'action. Donc, à l'exception des coûts de finalisation de rapport et ainsi que les coûts d'audit. Donc, ça ne vous concerne pas de toute manière, c'est au niveau de Resacop. Prévu dans le budget prévisionnel, c'est-à-dire que même si quelque chose qui pourrait respecter tous les autres critères, si ça n'avait pas été prévu au départ, ou en tout cas que ça n'a pas été prévu sans
pour autant renotifier Resacop de ce changement. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a une action qui ne peut pas être faite et que vous voulez la modifier par une autre, il va falloir changer la version du budget et l'envoyer à Resacop pour qu'on puisse voilà, avoir une nouvelle version qui fera foi. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui soit nécessaire à la mise en place de l'action sujette à financement. Donc là, on est sur la question, on va dire, de bon sens financier selon l'Union européenne, identifiable et vérifiable, c'est-à-dire enregistré dans les rapports contact des partenaires. Donc là, ça va être toute la question de à quel point vos dépenses, en fait, elles sont justifiables en termes de rapports financiers, conformes aux législations et raisonnables, justifiées et conformes à une gestion saine et efficiente des finances. Juste après, donc Julien, je te laisse passer. Il y aura voilà, ce qu'on appelle les coûts directs, c'est-à-dire ça, c'est les coûts qui seront financés avec les justificatifs, parce que vous avez compris que vous avez le droit à maximum 7% du budget global en coûts indirects. Donc, il y a les coûts du personnel. Il y a donc les frais de déplacement, les coûts d'achat. Donc, ça, c'est toutes les catégories en fait, qu'on a vues, alors en plus détaillé, mais qu'on a vu dans le modèle du budget. Et donc là, déjà là-dessus, est-ce que vous avez des questions sur tous ces points-là? Sachant que, juste avant de vous poser des questions, juste après, on aura un point plus particulier sur tous les coûts de ressources humaines, c'est-à-dire coûts salariaux et autres types de rémunération du travail. Donc, est-ce que sur les, on va dire, les points non ressources humaines, il y a déjà des questions ou non? Je suis allé vite, je suis désolé, j'espère que si vous avez besoin de plus de détails sur autre chose, n'hésitez pas. Alors, est-ce que je n'ai pas l'impression. Ah si, Badri, non, c'est ça? J'ai cru voir. Oui. Excusez-moi, je parlais, mais sans lancer le micro. En fait, c'est juste par rapport au personnel, parce qu'on a des tâches à effectuer à l'étranger. Donc, dans ce cadre-là, comment on peut intégrer les salaires dépensés à l'étranger sur le projet, justement, donc les intégrer dans le budget. Alors, ah oui, tiens, alors, je suis désolé, mais Badri, donc ça, je vais y répondre juste après sur le coup, tout ce qui est, on va dire, ressources humaines. Et j'ai vu une question là, donc, dans le chat, qui est sur est-ce que la cofinanceur peut être une personne physique? Je me rends compte que j'ai oublié de commenter un point, c'est que sur les cofinancements, l'Union européenne exige que toute forme de cofinancement ait les mêmes règles d'éligibilité des dépenses et de justification des dépenses qu'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, normalement, un don qui serait donc sans contrepartie, sans concession, etc., ne peut pas être mis comme source de cofinancement. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne n'accepte pas les cofinancements qui ne respecteraient pas une règle qui serait, par exemple, de rétrocession dans le cas où le budget ne serait pas totalement consommé. Oui, Michel? Mais dans ce cas-là, si le don est fait à l'association en dehors et si l'association du coup augmente son autofinancement, ça peut passer, je suppose. Bravo Michel, vous avez trouvé l'astuce. En effet, si le don n'est pas fait par rapport au projet, c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous organisez une activité, un repas, j'en sais rien, quelque chose comme ça, et que vous lancez un appel aux dons pour financer ce projet, ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous avez des appels aux dons qui sont là pour financer la structure, qui n'ont pas forcément un rapport avec le projet, etc., et que du coup, la structure, elle augmente forcément sa trésorerie, et que vous, à ce moment-là, vous avez donc des cofinancements, vous pouvez le déclarer en fonds propres. De même, pour chercher des histoires tordues pour contourner l'Union européenne, le partenaire qu'on veut faire travailler pour le projet et qui a déjà reçu un financement de la Commission européenne, mettons qu'il vende à l'extérieur du projet la prestation à un des porteurs du projet et que ce soit le porteur du projet qui facture ou qui se fasse financer le projet en tant que mettant en œuvre la prestation. Est-ce que ça peut passer? C'est-à-dire qu'il y a une sous-traitance aveugle, on va dire.
Alors, j'ai du mal à comprendre comment elle serait aveugle là dans ce que vous décrivez. C'est-à-dire notre association qui est partie prenante au projet va former des jeunes aux objectifs du développement durable. On n'a pas forcément cette compétence en interne, mais on peut l'obtenir ailleurs. Mais c'est nous qui la vendons. La sous-traitance n'apparaît pas. Là, comme ça, j'ai du mal à comprendre en fait à quel moment ça se verrait pas, parce que quoi qu'il arrive, en fait, si, ça veut dire que vous payerez la structure, mais qu'elle serait payée en fait par fonds propres en dehors du projet. Voilà, absolument. Et ben dans ce cas-là, oui, vous pouvez, mais du coup, elle ne sera pas déclarée comme sous-traitante, en effet. Parce qu'en fait, c'est comme si, en fait, là, moi, ce que je vois, c'est comme si vous disiez, on organise au sein de notre structure une formation sur les ODD et on en profite pour demander, enfin, pour en faire bénéficier les lauréats Mind Changers de votre structure. Voilà, quelque chose comme ça, oui. Oui, dans ce cas-là, en tout cas, Julien, tu dis si tu trouves que. Mais moi, ça me. Enfin, là, dans ce cas-là, en fait, elle ne sera même pas déclarée, mais dans ce cas-là, pour moi, elle est à la. Alors, je me demande juste le point d'intention, ça sera comment sera déclaré ce moment dans le rapport narratif. Dans le rapport narratif, on dit que l'association X forme X jeunes sur tant de jours, etc., pour un montant de trucs et demande donc une subvention de ce montant dans le cadre de la demande. Et dans la réalisation de la dite formation, l'association X, elle s'est appuyée sur une association Y qui n'apparaît pas. Mais... c'est tout là l'enjeu. C'est-à-dire que moi, comment je le présenterais, à mon avis, Julien, tu me dis si... Mais c'est que je dirais, en fait, on avait prévu, quoi qu'il arrive, Mind Changers ou pas, une formation sur les ODD dans nos structures. Et ce qui est entre guillemets tout bénef, c'est que cette structure, c'est que le projet Mind Changers existe et que du coup, dire la petite cellule Mind Changers dans la structure, on l'a invité à cette formation, mais gratuitement parce qu'en fait, on a eu une externalité positive. Julien, tu... Oui, en fait, là-dessus, je pense que la donnée principale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une structure ne doit pas apparaître si elle a déjà, par ailleurs, été financée. Donc après, il peut y avoir cette manière de contourner un petit peu le problème en ne la faisant pas apparaître, mais ce qui veut dire aussi qu'il faut être très attentif à ne pas la faire apparaître non plus dans le narratif ou autre. Donc après, ça veut dire qu'il y a vraiment une vigilance à rendre quelque chose de cohérent pour qu'on ne se dise pas, mais tiens, ceux-là, on les a déjà vus ailleurs, ils ont été co-demandeurs sur tel autre projet, là, ils sont dans la formation. Enfin, voilà, il faut quand même être... voilà. Après, chacun prend ses responsabilités par rapport à ça, mais la règle est celle-ci, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de financement à plusieurs reprises d'une même structure en tant que prestataire ou autre. Donc, il faut que si vraiment vous souhaitez passer par elle, elle ne doit pas apparaître, tout simplement. Alors, je vous propose de passer au dernier point, on va dire, sur les ressources humaines, parce que c'est un point qui peut être assez épineux, mais une fois qu'on a la logique, ça se passe plutôt bien. Alors, Julien, est-ce que tu peux passer à remettre la slide donc, qui est entre les deux vocations, entre le rose et le vert. Alors, juste après, encore celle d'après. Voilà, parfait. Alors, ce qui est important à garder en tête, en fait, quand on calcule les coûts salariaux, c'est qu'en fait, il y a à la fois en termes de, c'est engageant pour plein de points en termes de justification, à la fois sur des choses qui sont plutôt déclaratives et d'autres qui sont plutôt justificatives. C'est-à-dire que, comme vous avez remarqué dans le formulaire de budget, il faudra à la fois déclarer d'un coût unitaire et d'un volume de quantité travaillée qui va donner en fait le total en fait d'une somme financière. Donc, si vous avez l'habitude, par exemple, d'être sur un coût horaire, donc il va falloir donc à la fois déclarer quel est le coût horaire, déclarer quel est le volume travaillé
Et donc, à la fin, ça va nous donner un volume total en euros. La difficulté, c'est que ce coût horaire, il va falloir le justifier. Le temps de travail, il va falloir aussi le justifier. Donc, le coût horaire, il faudra le justifier en expliquant ben voilà, la somme des coûts, voilà le temps total travaillé, on divise l'un par l'autre et on obtient un résultat. Mais il va falloir fournir des pièces justificatives pour ça, c'est-à-dire des fiches de salaire, etc. Et pour le temps travaillé, il va falloir fournir à la fois des feuilles de temps et aussi les fiches de salaire pour justifier du temps travaillé. Parce que si vous travaillez 35 heures par semaine et vous déclarez 50 heures à la semaine sur ces questions-là, ça va poser question. Donc, faites très attention à la manière que vous avez d'estimer votre coût parce que c'est toujours un peu complexe. De plus, il faut savoir une chose, c'est que la modification, normalement, vous n'avez pas le droit de modifier la partie 1, donc qui est la partie budget ressources humaines, sans avoir l'autorisation de Resacop au préalable. Donc, que ce soit de la création de ligne, parce que vous vous rendez compte qu'il y a un poste que vous n'avez pas créé, etc., que ce soit parce que vous vous rendez compte qu'il y en a un qui va plus travailler que l'autre ou autre. Donc là, on est sur, alors généralement on parle de coûts salariaux, mais en fait on est sur tout type de coûts de personnes qui travaillent, enfin de personnes qui travailleraient pour la structure. Donc ça peut être à la fois des stages s'ils sont rémunérés ou des volontariats en service civique. Parce que les volontariats en service civique, même s'il y a une partie qui est financée par l'État, il y a une partie qui est à votre charge. Si cette partie est à votre charge, vous la versez sous forme financière, elle peut être déclarée dans le projet. Deuxième chose, toute forme de travail sera assimilée à du travail salarié. Ça veut dire que si, à un moment donné, vous passez par un prestataire de service, mais qui respecte certaines conditions, donc qui travaille sous la direction de la structure, dont la production appartient à la structure, et qui travaille dans les locaux de celle-ci, sauf accord entre les deux, elle sera considérée comme assimilée à du travail équivalent du travail salarié. Ça veut dire que, donc là je vais passer sur la question de Badri. Si vous avez quelqu'un à l'international, par exemple quelqu'un qui travaille au Maroc, qui a un statut pour vous de consultant, et que ce consultant est en fait un prestataire de service, c'est-à-dire qu'il travaille en son nom, mais qu'il n'a pas un contrat de travail pour X raisons, mais qu'il travaille en effet du coup sous la direction de la structure et que la production appartient à la structure, il respecte ses conditions, en fait, il va devoir être assimilé à un coût salarial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un salarié qui fait la même chose que cette personne qui est prestataire de service, il faudra garantir une égalité ou une équité de rémunération entre ces deux personnes. Donc, faites très attention, c'est un point ainsi de vigilance. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une situation, dans ce cas-là, il faudra, s'il y a une différence entre le salaire et la rémunération de la personne qui n'est pas salariée, et que pourtant elles sont sur des tâches équivalentes, l'Union européenne considérera ça comme un problème et pourra considérer que l'une n'est pas éligible par rapport à l'autre en raison en fait d'une différence qui n'est pas justifiable. Donc, encore une fois, après, oui, vous pouvez avoir des personnes qui travailleraient depuis l'étranger. Tout va dépendre en fait, de pourquoi. C'est-à-dire que il faut, comme toutes les autres dépenses, pouvoir retracer directement d'un lien entre le projet et le travail salarié ou non de cette personne. C'est-à-dire que si dans votre projet, il y a un partenariat avec une structure jeunesse au Maroc, par exemple, et que c'est le coordinateur de cette structure jeunesse qui travaille sur le projet, ça a du sens, on va dire, que son temps de travail sur le projet puisse être financé par le projet. Pour autant, attention, on va dire, à toutes ces différentes nuances qu'il y a entre un travail salarié ou un travail qui ne serait pas salarié et le calcul de ses coûts. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?
Moi, j'ai une question. Ouais. Du coup, sur les volontaires en service civique, est-ce que c'est des volontaires en service civique qui aident à la mise en place du projet ou ça peut être les jeunes bénéficiaires du projet, en fait? Eh bien, si alors, ça sera ceux qui, alors, ça sera ceux qui mettront en place le projet. Donc, les jeunes, les jeunes qui sont acteurs du projet. C'est ça, c'est-à-dire que si ce sont les jeunes qui sont les cibles du projet, en fait, grosso modo, ça n'aurait, enfin, Julien, tu me dis si je me trompe, mais ça n'aurait pas de sens que leur temps d'indemnisation, que leur indemnisation soit financée en partie par le projet. Car en fait, voilà, là, on est plus sur en fait, le travail en fait, qui est financé, c'est la quantité de travail qui est utilisée pour mettre en place le projet. Ouais, donc c'est bien, c'est les jeunes en l'occurrence qui vont mettre en place les actions. Par contre, comment là tu justifies le temps de travail et puis il n'y a pas de fiche de salaire pour les volontaires en service civique. Et puis on va dire la mission en service civique, nous dans notre cas, ce sera une partie seulement de la mission dédiée au projet collectif. Oui. Donc je dois diviser, enfin je dois partir sur un calcul, enfin tu vois comment. Non, alors oui, en fait, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que, en effet, il n'y a pas de fiche de salaire pour les services civiques. Donc, dans ce cas-là, il sera obligatoire de produire un élément qui sera une équivalente fiche de salaire. Je sais qu'il y en a qui le font automatiquement. Il y a des structures qui le font automatiquement, même pour les indemnisations de stage et de service civique, même si ce n'est pas obligatoire légalement, on est d'accord. Ici, il faudra donc soit un document qui retracera les rémunérations sur tout le projet. C'est-à-dire que si, par exemple, ça peut être très bien de dire, voilà, en novembre, c'était ça, en octobre, enfin en novembre, décembre, janvier, etc. Et juste avoir une feuille totale avec le montant par mois signé. Un tableau, ça irait, quoi, signé. Oui, ça pourrait, ça serait bon. Par contre, après, ce qu'il faudra en lien avec ça, c'est des feuilles de temps, en fait. C'est-à-dire de dire, bah voilà, la rémunération totale sur le projet, elle est de temps. Les services en question, ils travaillent tant de temps. Et donc, ça fait qu'ils ont un coût horaire ou journalier de temps. Okay. Et ils ont travaillé tant en accord avec les feuilles de temps. Ils ont travaillé donc tant de jours ou tant d'heures sur le projet. Donc, le montant global qu'on affecte à ces services civiques sur le projet est de temps. Sachant que, bien sûr, sur les services civiques, ça veut dire que vous allez déclarer entre 100 et 150 € par personne parce que le reste est pris en charge par l'État. Oui, oui, c'était sur l'indemnité complémentaire à 107,58. Voilà, 107, exactement, ouais. merci. Ok, merci. Daniel? Oui, moi, je suis dans un cas où les services civiques sont à la fois la cible et des acteurs, en fait. Donc, je ne sais pas trop comment gérer ces questions de coûts par rapport à eux, parce qu'en fait, les services civiques seront formés pour eux, derrière, aller accompagner des groupes de jeunes. D'accord. Alors là, dans ce que tu me dis, enfin, Julien, tu diras toi ce que tu en penses, mais j'ai plutôt l'impression que du coup, ils ne peuvent pas rentrer dans le calcul. Parce Ouais. qu'il y a, en fait, il y a un peu l'idée que ce soit des ambassadeurs de quelque chose, ou en tout cas des accompagnants de quelque chose. Et à partir de ce moment-là, pour moi, même s'ils ne prennent part au projet, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, vous êtes plutôt dans le cas où c'est une cible, mais c'est une cible qui, en termes d'échelle de participation des jeunes, est déjà élevée. Oui. C'est ça. Et en fait, du coup, pour moi, c'est juste que vous avez une cible qui, qualitativement, est encore plus est plus intéressante que juste dire on a pris des jeunes dans un endroit et on les a fait se réunir et point barre, quoi. Et dans ce cas-là, c'est très intéressant, mais ça reste néanmoins une cible. Je ne sais pas ce que Julien t'en pense là-dessus. Mais comme ce sont des services civiques qui ne sont pas des services civiques Franca, ce sont des services civiques de la FEV et de Unicité. Du coup, eux, leur question, c'est de savoir comment est-ce qu'on valorise, en fait, du coup, financièrement, cet engagement, cette partie, enfin, je sais pas comment dire, la participation de leurs jeunes à ce projet-là. Eh ben,
Malheureusement, tel que tu me le présentes, il ne sera pas valorisé en tant que tel. Oui, Il sera valorisé d'un point de vue narratif en termes de temps de travail, de réunion, etc. Mais d'un oui, point de vue financier, en fait, pour moi, ça rentre. D'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que ça ne rentrerait pas dans de la valorisation du bénévolat qui, de toute manière, ne fonctionne pas sur les financements européens, mhm, vu que ce ne sont pas des bénévoles. Et en plus, ça ne rentre pas non plus dans de la valorisation de rémunération parce qu'en fait, on est sur des personnes qui en fait sont les cibles. Donc pour moi là c'est plutôt et c'est il va enfin s'il y a de la valorisation salariale à faire de la part d'Unicité ou autre, ça sera enfin de rémunération, ça sera plutôt sur ceux qui accompagnent ces services civiques. d'accord, ok. Donc, ce serait plutôt les référents de ces services civiques dans les associations C'est ça. co-demandeurs. Sachant que je le rappelle, mais je sais très bien que nous sommes face à un public averti, mais Mhm, dans les services civiques qui seraient entre 20 à 35 heures par semaine et compter bien évidemment le temps d'accompagnement que sont censés fournir les structures recevant ces services civiques. Et que mhm, par exemple, ce temps-là, si le service civique est vraiment une cible et à la fois un acteur du projet, peut être du temps si ces services civiques sont à 100% sur MindChangers, et ben, ce temps-là peut être à 100% sur MindChangers. Si ces services civiques sont à 50% sur MindChangers, ça veut dire qu'on peut considérer que 50% de l'accompagnement qui est fait par les salariés qui accompagnent ces services civiques est aussi ciblé sur MindChangers. mhm. Donc, pas hésiter, enfin, à mon sens, à préparer, Julien, tu me dis, mais pour moi, le temps de ces services civiques-là, il doit le temps d'accompagnement de ces services civiques, si c'est des services civiques qui sont impliqués sur Messengers, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas validé comme du temps de travail sur Messengers aussi. D'accord. Donc, ce serait plutôt le temps d'accompagnement par voilà, les professionnels des assos co-demandeuses que le temps d'investissement des jeunes eux-mêmes. Plutôt ouais, ok. Ouais, ok, merci. Après, voilà, vous êtes dans un cadre très spécifique. Pour les personnes qui recruteraient des services civiques pour être dans on va dire, dans le pilotage du projet, la coordination du projet, ce temps de travail pourra tout à fait être considéré comme du temps financé en partie par l'Union européenne. Si c'est donc avec du cofinancement, si vous êtes à 90-10, ça sera du 90-10. Oui, mais nous, en fait, on a fait ce choix-là parce qu'on s'est dit qu'on allait en fait mettre une couche sur des couches. Déjà, c'est des jeunes qui sont déjà engagés pour travailler dans des établissements. Et souvent, ils sont supposés avoir des missions avec des contenus et que, bon, c'est un peu pauvre et que l'idée, c'est vraiment d'enrichir Oui. Mais bon, c'est vrai que ça rend quand même, ça aurait été plus simple si nous, on était en capacité de recruter directement. Mais peut-être que, bon, si on aime bien faire compliqué, nous aussi, les Franck, on va voir. C'est aussi parce que peut-être qu'on n'a pas la capacité de recruter 7, 8 services civiques là et rien que l'espace pour les accueillir. Enfin bref, je vais passer les détails. Ok, bon. Ok, ben, je vais essayer de présenter ça comme ça aux co-demandeurs. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas tout le monde, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Bien, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on n'en aurait pas fini avec ce point, Julien? Oui, pardon, mon ordinateur bloque un petit peu. J'ai l'impression que oui, de toute manière. Alors, c'est un petit peu complexe, hein, toutes ces questions-là. On avait clairement passé moins de temps à les expliciter l'année dernière, à cette époque de l'année. Et puis, on s'est rendu compte en cours de route qu'avec la Commission européenne, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent en cours de route qu'on n'avait pas forcément anticipées. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se permet de les avancer. Alors, on est bien conscient que c'est un peu compliqué, que ça peut paraître assez loin quand on en est à la phase de montage du projet. En même temps, ayez bien en tête un petit peu tous ces éléments-là, hein, ça vous aidera quand même.
Et de toute manière, là aussi, on est à votre disposition entre aujourd'hui et le 31 mai pour reclarifier ce qui aurait besoin de l'être. Parce que voilà, on sait qu'après, il y a des choses qui sont faciles à modifier après coup. Si vous avez dépensé un peu plus là et puis un peu moins là, bon, on s'arrange. Mais voilà, il y a parfois quelques questions qui peuvent être un petit peu plus compliquées à régler. Donc, ça nécessite de bien y penser avant. S'il y a des choses qui sont vraiment pas claires, on peut reprendre un temps par ailleurs avec vous pour clarifier là aussi tous les doutes que vous pourriez avoir. Donc là aussi, je vous invite voilà, à nous faire passer avant le 31 mai, éventuellement pour relecture au moins, des documents que vous allez pouvoir produire, donc à la fois sur le formulaire narratif, mais aussi sur les aspects financiers. Parce qu'une fois que vous avez déposé votre demande le 31 mai, ce sera beaucoup plus difficile pour nous de pouvoir vous attraper pour remodifier des choses. Donc, il vaut mieux que ce soit qu'on ait eu des échanges avec vous avant le 31 mai. Après, c'est plus compliqué parce que déjà, les délais vont être très courts pour l'instruction et que s'il y a des questions qui se posent après l'instruction, il va falloir que vous soyez hyper réactifs. C'est-à-dire qu'on va regarder… à Resacop, nous, on va se charger d'instructions administratives. Ça veut dire qu'on va regarder si votre projet il est complet, enfin, si votre dossier pardon, il est complet. On va regarder aussi le budget pour voir s'il est cohérent, s'il est assez clair, etc. Là, vous aurez en gros, à partir du moment où on vous signale qu'il y a des questions qui se posent, vous aurez 24 heures à peu près pour nous répondre. Donc, ça veut dire que dans les tout premiers jours soit dans les premiers jours de juin, soit si vous déposez avant le 31 mai, dans les jours qui suivent votre dépôt, essayez de faire en sorte qu'on puisse vous trouver facilement pour pouvoir éclaircir tout ce qui pourrait nous paraître pas clair avant que ça passe dans les mains des évaluateurs, parce que les évaluateurs, eux, ils n'auront pas beaucoup de temps ils ne pourront pas revenir vers vous. Donc, en fait, toutes les questions qu'il faudra clarifier, ce sera avant. Donc, voilà, c'est juste, je préfère vous le dire maintenant parce qu'après, sinon, je vais oublier de le dire. Mais voilà, on compte sur vous pour vraiment… on est bien conscient que le cadre européen n'est pas toujours le plus simple. Il est assez contraignant. Comme disait Pierre, cela dit, voilà, si on a anticipé un petit peu les choses, c'est jouable. Mais voilà, il faut avoir anticipé au maximum. Donc, là aussi, n'hésitez vraiment pas à revenir vers vous. Si après coup, vous vous dites, là, j'avais l'impression d'avoir compris au moment où on l'a dit, puis finalement, maintenant, je ne sais plus trop. N'hésitez pas à revenir vers nous, pour qu'on puisse réexpliquer un petit peu tout ce qui se joue là-dessus, et pour que ça se passe au mieux. Notre objectif, nous, ce n'est pas notre argent à Resacop, c'est l'argent de la Commission européenne. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est quand même qu'il y ait le maximum de projets qui soient, soutenus au moment où les projets seront déposés, mais aussi qu'en cours de route, tout se passe le mieux possible pour vous et qu'au bout du compte, tout le monde soit satisfait à la fois des réalisations qu'il a pu faire et qu'il n'y ait pas de souci sur le reporting, puisque là, je ne sais pas si on l'a dit, mais peut-être que c'est indiqué dans les documents, mais une fois que vous déposez, donc il y a l'instruction administrative, l'instruction technique, ensuite il y a un jury. Si vous êtes retenu, donc il y a un premier versement à hauteur de 80% du montant demandé et le solde en fin de parcours. Donc là aussi, pour s'assurer que le solde en fin de parcours, vous l'ayez bien. Voilà, c'est bien d'avoir pu anticiper au maximum les choses. J'en profite de redire aussi que pour le calendrier, donc là, en 31 mai, c'est la date de dépôt. Le jury, a priori, ce sera autour de mi-juillet. Donc, vous aurez les notifications en principe pour fin juillet au plus tard. Donc, de manière à ce que vous ayez à la rentrée un peu le temps de réactiver les partenariats avec vos partenaires pour voir un petit peu comment les choses vont se passer, éventuellement recruter des jeunes pour mettre en œuvre voilà, les jeunes qui seront mobilisés sur le projet. La période de réalisation, c'est du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. L'audit final n'aura lieu que début 2024. Donc, ça veut dire que le solde, il arrivera plutôt sur le deuxième trimestre 2024. Donc, ça aussi, ayez-le bien en tête. Pour déjà être sûr de l'avoir, et 2, savoir qu'il arrive un peu plus tard, après la fin du projet. Je reviens aussi sur quelque chose que Marine a évoqué tout à l'heure. Là, je sors un peu du cadre de cette réunion spécifique, mais du coup, il y a aussi des étapes de suivi et d'accompagnement une fois que vous êtes lauréat. Et on attend là aussi votre participation. Alors, il y a
tout un volet vraiment de suivi, d'accompagnement de ce que vous faites et comment vous le faites sur les aspects de la communication, sur des aspects financiers, reporting, etc. Mais il y a aussi des formations qui sont… Alors, les formations, c'est évidemment une obligation du dispositif, donc sur les sujets du projet. C'est aussi, là aussi, des temps d'échange intéressants. Enfin, en tout cas, ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est que les lauréats, c'est l'occasion avoir des occasions de se rencontrer et d'échanger, c'est toujours important parce que ça permet d'échanger les bonnes idées, les outils, des ressources. Ça permet éventuellement aussi de faire émerger des partenariats, donc ça, c'est important. C'est obligatoire dans la mise en place du projet. Donc, on reviendra là-dessus plus tard. Là, je ne fais qu'avancer des choses. Il faut d'abord avoir déposé le projet, qu'il ait été soutenu, etc. etc. Mais là aussi, je préfère vous le dire maintenant. C'est écrit dans les documents, mais ce n'est peut-être pas assez clair. Il y a ce parcours d'accompagnement une fois que les projets sont soutenus, qui est à la fois intéressant et qui est par ailleurs obligatoire. Donc, du coup, voilà, à prendre en compte aussi sur l'année du projet, de sa mise en œuvre. Pierre, sur les questions de reporting et budget, etc., est-ce qu'on avait fait le tour à ce stade ou c'était… Oui, je pense qu'on a vu à peu près les principaux éléments. Après, on peut toujours être beaucoup plus exhaustif. Là, on a essayé bien sûr de vous donner un aperçu des différents points clés. Après, bon… Oui, alors donc, il y aura toujours des choses à revoir, quoi. Pierre, je ne sais pas si on en a parlé, du coup, je ne sais déjà plus. Et donc, à l'issue de cette réunion, donc, on va vous faire suivre le PowerPoint qui a été utilisé aujourd'hui. Il y a aussi un manuel de reporting qui reprécise un petit peu les règles les différentes règles qu'a évoquées Pierre tout à l'heure, qui les reprend et qu'on va pouvoir aussi, dans la foulée, vous faire suivre. Pour que vous ayez aussi une trace écrite que vous pourrez relire posément à un autre moment si besoin. Et là aussi, n'hésitez pas, si les règles qui sont évoquées ou autres ne sont pas claires, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse là aussi éclaircir tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions et remarques à ce stade? Oui, Daniel. Allô, Daniel. Alors, Daniel, je ne sais pas si ton micro… Voilà. Allô? Oui, j'avais pas de micro. Je disais que depuis tout à l'heure, on parle de Commission européenne. Est-ce que un projet qui a été déposé là pour Mind Changers peut être déposé dans le cadre d'Erasmus? Non. Non plus. OK. On a eu le cas, figure-toi, pour le premier appel à projet, pour une autre structure iséroise d'ailleurs, je crois. C'est pas Innov? Et non, mais qui s'est posé la question et qui d'ailleurs finalement a renoncé. Alors, je ne sais plus si a renoncé au financement pour éviter justement ce souci-là. Oui, c'est ça. Ils ont renoncé. Alors, le financement était bien moindre, il faut dire. Alors, petite nuance, c'est le projet, c'est-à-dire qu'une structure qui aurait deux projets différents pourrait être financée par l'Union européenne 2 fois. C'est-à-dire que si les Francas ont un autre projet qui est financé par Erasmus+, ce n'est pas handicapant. Enfin, ce n'est pas problématique. Il ne faut juste pas que ce soit sur le même projet. C'est-à-dire que si ça touche les mêmes cibles, etc., alors même si le nom du projet change, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est-à-dire que si le groupe d'étudiants qui est la cible du projet est le même, voilà, ça ne fonctionnera pas. Mais si c'est deux trucs totalement différents, mais gérés par la même structure, c'est bon. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on vous laisse reprendre une vie, une activité normale? Non. Alors, peut-être que, voilà, du coup, on va vous laisser un petit peu digérer tout ça. Bon, alors, avec nos excuses, parce qu'on a bien débordé du cadre horaire qu'on s'était fixé, mais bon, c'est des questions pas très simples, et donc, je me dis que, voilà, c'est pas inutile non plus de prendre ce temps d'échange sur ces questions. Oui, Badri, vous avez une question? Oui, en fait, quand on voit les critères de sélection des priorités du projet, donc il y a dans un premier point, donc c'est la mobilisation des jeunes citoyens du territoire rhône-alpin.
la contribution à la sensibilisation et à l'engagement des citoyens. Donc, est-ce qu'on peut avoir un modèle de projet? Parce que là, c'est un peu flou. Donc, il faut que ce soit des jeunes qui sont acteurs de projet ou comment? Ouais, alors, vas-y, Julien, pardon. Vas-y. Non, Marine, peut-être. Ouais. En fait, effectivement, un des critères principaux de Mind Changers, c'est que les jeunes doivent être acteurs des projets. C'est-à-dire que c'est le groupe de jeunes qui est vraiment le cœur du projet et qui va faire des actions de sensibilisation pour toucher d'autres publics qui ne sont pas forcément des jeunes. Ça peut être tout type de public. C'est-à-dire que, je ne sais pas, pour vous donner des exemples, dans les projets qui ont été financés sur la première année, il y a des projets qui tournent autour de la création de podcasts, de la création de vidéos, des projets où des groupes de jeunes animent des ateliers. C'est très varié, en fait. Ça peut être la sensibilisation, ça peut vraiment passer par une multitude d'outils et de médias. Je crois que dans une des séances, la dernière fois, quelqu'un parlait de jeux vidéo. Enfin, vraiment, la créativité à ce niveau-là, elle est un peu sans limite. Ce qui est vraiment important, c'est que ce soit les jeunes qui sont impliqués sur ces outils et sur tout ce qui va servir après comme matériel de sensibilisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun non-jeune qui doit participer au projet. Hein. Bien sûr, l'idée des structures, c'est aussi d'accompagner et d'encadrer ces jeunes, de leur donner les moyens de pouvoir réaliser tout ce projet, en fait. Ouais. Et alors, c'est peut-être... on en a déjà parlé, c'est vrai qu'à ce stade, donc plus de 6 mois avant le démarrage du projet, parfois, les groupes de jeunes n'est pas complètement constitués, donc c'est difficile de décrire pour les structures avec énormément de détails ce qui va être fait, surtout quand on veut que les jeunes, du coup, prennent partie concrète au projet. L'idée, c'est aussi qu'ils puissent le construire en partie et décider de certaines choses. Donc, ce qui est important, du coup, on sort un peu du sujet du budget, mais dans la construction de projet, c'est aussi d'expliquer la démarche et comment vous allez accompagner ces jeunes à prendre des décisions, à prendre connaissance de tout, à monter en compétences aussi, ça c'est important. Voilà. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qui sont les jeunes qui vont participer au projet, quels moyens vous allez leur donner, qu'est-ce qu'ils vont faire, ou en tout cas, quelle est la stratégie autour de leurs actions. Et après, quel public ils vont aller sensibiliser. Ça peut être, si vous faites des vidéos ou des podcasts, ça peut être un public très large. Si vous faites des ateliers dans une MJC, ça va être, par exemple, des enfants. Ça peut être, au contraire, un public intergénérationnel. Ce qui compte, c'est bien d'expliquer la démarche. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être valorisées, notamment dans l'intergénérationnel. Même si c'est un projet où l'idée, c'est que les jeunes soient au cœur, bien sûr, c'est intéressant de montrer que les jeunes, ils ne sont pas indépendants du reste de la société, en fait. Ils font partie prenante de la société dans son ensemble, donc c'est très intéressant qu'ils puissent être en interaction avec plein d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la catégorie jeune. D'accord, parce que là, c'est bien marqué, le groupe cible doit être identifié. Donc, est-ce que dès le départ, il faut identifier le groupe de jeunes qui va travailler sur le projet? Donc, oui, alors si vous n'avez pas encore leur nom et leur prénom, c'est pas tant les identifier individuellement, c'est plus le groupe cible, ça va être on travaille avec tel MJC et du coup, c'est les jeunes qui participent à l'accueil de loisirs, ou on travaille avec des services civiques, donc ça va être les jeunes qui vont être recrutés en service civique, c'est de savoir comment vous les avez identifiés et qui ça va être. On ne vous demande pas leur CV ou de les avoir. Il y a certains projets dans lesquels les jeunes sont déjà impliqués, donc si c'est le cas, c'est bien de le préciser, de dire que c'est un groupe de jeunes avec lequel vous travaillez déjà et que c'est dans la continuité de leurs actions, mais s'ils ne sont pas encore physiquement identifiés, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de bien expliquer votre processus de recrutement de ces jeunes-là. Si on a insisté sur ces questions-là, ce n'est pas pour vous embêter, hein, c'est parce qu'on s'est rendu compte sur la première session de projet financé que parfois, c'est compliqué de mobiliser des jeunes et de les engager sur la durée, sur des projets qui demandent quand même un certain investissement. Et du coup, l'objectif, c'est que vous ne vous retrouviez pas au mois de novembre à nous dire, en fait, je n'ai pas de jeunes, quoi. Ça serait très dommage. D'accord, okay, merci. Je vous en prie. C'est toujours la question qui se pose parce que c'est très, très difficile de mobiliser les jeunes. Merci Marine pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres points? Là, oui. J'avais juste une question. Donc, quand on dit du coup que les jeunes doivent être acteurs du projet, par exemple, nous, si on part sur la réalisation d'un documentaire ou reportage et qui sont acteurs plutôt de la partie post-production, dans le sens où
ils vont organiser des soirées projections, des soirées débats, parler de documentaires, etc. Mais pas être forcément beaucoup impliqués sur la réalisation. Est-ce que ça marche quand même ou est-ce qu'il faut vraiment qu'ils soient impliqués sur la réalisation du documentaire aussi? Sur toute l'écriture, les recherches de contact, filmer, etc. Voilà. Dans l'idéal, si le groupe de jeunes est déjà, avant le démarrage du documentaire, s'ils sont déjà là, si vous les avez déjà identifiés, ça peut être super intéressant, effectivement, sans dire qu'ils fassent 100% du documentaire, parce que c'est aussi un travail qui peut être professionnel, hein, mais qui puisse être impliqué sur voilà, la réalisation. Maintenant, si par exemple, vous travaillez avec un documentaire qui a déjà été fait, ce n'est pas un problème. Voilà. Ce qui compte, c'est bien d'expliquer pourquoi vous faites ce choix-là. Ça peut être complètement entendable, hein. Et du coup, bien préciser après ce qu'ils vont en faire. On ne s'attend pas à ce que tous les outils utilisés soient forcément créés par les jeunes. L'idée, ce n'est pas de réinventer et de refaire tout. Il y a des outils qui existent et qui sont super intéressants, donc autant mutualiser et les utiliser, hein. Ok, merci. En complément, hein, l'idée, si vous voulez, pourquoi on met l'accent sur la place des jeunes là, c'est aussi parce que cet appel à projet de la Commission européenne, il part aussi du constat que très souvent, alors soit les jeunes, entre guillemets, ne s'impliquent pas, soit les jeunes peuvent aussi être facilement, c'est un mot qui est très fort et qui ne convient pas en l'occurrence, mais ils sont un peu instrumentalisés, c'est-à-dire que on leur prépare déjà un projet pour qu'ils le mettent en œuvre, mais finalement, ils n'ont pas vraiment réfléchi, ils n'ont pas vraiment choisi. Et finalement, c'est un peu des petites mains qu'on utilise pour mettre en place un projet de la structure, mais qui n'est pas pensé et pas porté par eux et avec eux. Donc là, cette question de la place centrale des jeunes, elle vise vraiment à dire, OK, ce qu'on essaye de faire, c'est que les structures se rapprochent de publics jeunes, mais pour bien être, dans l'esprit de leur laisser la place de définir le projet qu'ils veulent mettre en place et que ces structures, elles amènent l'accompagnement, elles amènent l'environnement pour les aider à mettre en œuvre, enfin déjà à définir et à mettre en œuvre ce projet. Donc, c'est un petit peu ça, hein, l'idée. Voilà, on veut, entre guillemets, on ne veut pas de la chair à canon à mobilisation, hein, on ne veut pas prendre des jeunes, les mettre là et leur dire « Allez, maintenant tu sensibilises, c'est cool », mais vraiment qu'ils puissent, à travers un accompagnement approprié, réfléchir aux questions qui les intéressent, aussi avoir un regard critique, hein, sur ces sujets-là, se forment eux-mêmes sur ces sujets-là pour qu'ensuite ils soient en mesure réellement et en toute connaissance de cause et avec compétence de mobiliser et de sensibiliser eux-mêmes d'autres publics autour d'eux. Voilà. D'autres questions, remarques et commentaires ou autres? À part qu'il est tard et que peut-être vous aviez d'autres choses à faire. Non. Merci Candide. À bientôt. Écoutez, s'il n'y a rien d'autre, hein, on va s'en arrêter là. Donc, je vous rappelle juste, hein, donc, le calendrier, c'est 31 mai. Alors, je ne sais plus, je vais demander à Marine, parce que là, j'ai oublié, en fait, pour obtenir tous les formulaires et autres. Comment ça se passe? Sur le site de Resacop, sur la page Mind Changers, vous avez un petit onglet pour cliquer pour répondre à quelques questions pour déterminer si votre structure est éligible ou pas à Mind Changers. Donc, c'est des questions assez générales. Et après, une fois que vous avez rempli ce formulaire, nous, on le reçoit. On regarde, du coup, on vérifie votre éligibilité pratique, si j'ose dire. Et après, on vous envoie un mail. Donc, soit si, a priori, vous êtes éligible avec l'accès à tous les documents et avec la démarche à suivre, soit si on a encore des doutes et des questions, on vous demande plus d'explications pour être sûr que ça correspond bien, parce que comme vous l'avez vu, c'est assez serré, entre guillemets, sur les critères vu la Commission européenne. Donc, l'idée, c'est de ne pas vous faire travailler sur des documents et sur des projets si d'office, vous ne rentrez pas dans les cases, quoi. Dans les documents qui seront envoyés du coup après le test d'éligibilité, il y aura aussi le PowerPoint et le guide de reporting. Oui, ça, je pense même qu'on peut les envoyer à tous ceux qui ont participé à la séance d'aujourd'hui, même si vous ne remplissez pas le critère d'éligibilité, hein, juste pour pouvoir vous rendre compte aussi. Ouais. Merci. Pardon. Excusez-moi, s'il vous plaît, c'est où les critères d'éligibilité là? Alors, sur le site de Resacop, vous avez un onglet à droite, appel à projet Mind Changers, en rose.
hop, il y a pas mal d'éléments qui sont mis dessus, avec notamment le texte de l'appel à projet, l'annexe et les critères de sélection. Je pense que certains l'ont vu. Et quand vous descendez, il y a le calendrier et ensuite déposer un dossier. Et là, vous pouvez cliquer sur « Je vérifie l'éligibilité de ma structure ». D'accord, oui, je vois. Voilà. Et après, ça va vous... vous avez d'ailleurs sur cette page-là toute la procédure qui est bien expliquée avec tous les contacts, voilà, l'endroit où il faut déposer les documents, tout ça. Donc, Ok, merci. Ah bah super, il y a Jade qui vient de remettre sur le chat. Merci. Voilà, donc c'est un petit peu ça la procédure. Donc, on est à votre disposition d'ici au 31 mai. Alors, pour éviter les embouteillages d'ailleurs de dernière minute, on va surtout être disponible jusqu'au 20 mai pour s'assurer que voilà, le 31 mai, entre 17h et 3h du mat, il n'y ait pas voilà, une ruée sur de la relecture de documents. Donc, essayez juste d'anticiper un petit peu ça. Et voilà, de faire remonter vos interrogations, vos questions et autres au fur et à mesure, c'est mieux. Alors, en utilisant en priorité l'adresse mail du projet, donc c'est mindchangers@resacop.org. On va vous le remettre dans le chat, de manière à ce que voilà, on puisse aussi vous répondre rapidement. D'ailleurs, on peut vous répondre par mail, mais on peut aussi prévoir des temps d'échange, alors soit en vrai pour ceux qui ne sont pas très loin, soit par téléphone ou en visio, bien sûr. Voilà, anticipez bien parce que du coup, voilà, les emplois du temps sont extrêmement chargés. Donc, du coup, pour qu'on puisse vous répondre dans des délais qui ne vous mettent pas en difficulté sur votre dépôt, voilà, essayez d'anticiper un petit peu. Et puis, sinon, tout se passera bien, quoi. Je pense que c'est ça l'idée. Donc, sur le site, il y a également une fac, hein, quelques ressources aussi, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dedans. Et puis sinon, voilà. Sinon, que vous dire? Sinon, merci d'être revenu. Merci d'avoir supporté ce dépassement horaire intolérable de 50 minutes. En espérant que du coup, ça a facilité un petit peu votre compréhension à la fois de l'outil qui est demandé, mais aussi des principes que Pierre a un petit peu évoqués là sur les contraintes liées au cadre européen. Encore une fois, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent après coup, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse repréciser tout ça. Voilà, je m'en arrête là parce que sinon, je vais redire la même chose encore 10 fois et à 17h30, on y est encore. Donc, c'est tellement agréable de voir des gens, mais bon, un jour, on se verra en vrai. Hein. Et ben voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions ou questions, merci à tous. Merci aux collègues. Bonne chance pour les futurs candidats. Tenez-nous au courant et puis bonne chance. Et puis pour les collègues, si on peut se parler juste à l'issue de cette réunion, c'est encore mieux. Voilà. Merci, au revoir. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon courage.